Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire, simulation et IA autour de l'ingénierie, produit. Merci, à nos intervenants, de prendre, ces quelques minutes pour nous parler de leur sujet de prédilection. Alors je me présente, je suis Éléonore Mencier, je suis chef de projet innovation au sein du pôle, ID for Mobility, un pôle de compétitivité, dédié aux mobilités terrestres sur la partie Grand Ouest de la France. On travaille sur la Bretagne, les Pays de la Loire et la Nouvelle-Aquitaine et notre métier, c'est vraiment d'accélérer, l'innovation et la transformation de nos membres, qui sont autant des startups, des entreprises, des ETI, des grands groupes et des académiques, autour, de la mobilité terrestre, de sa fabrication à son usage. Heu Là, pour, attendre, enfin, voilà, pour laisser aux participants le temps de se connecter, j'en profite pour vous faire un petit rappel sur nos prochains événements. En tant que pôle, on organise, de nombreux événements, au cours de l'année, autant sur, la partie véhicule, sur la partie usage, partie services et infrastructures de mobilité. Les prochaines dates à noter dans vos agendas, ce sont par exemple les rencontres de l'agroéquipement qui auront lieu à Bouguenais le 12 juin, où là on va parler beaucoup, machinisme agricole et agriculture de demain. Ensuite, nous aurons un webinaire le 19 juin prochain, donc disponible en ligne, sur le titre de transport unique et les retours d'expérience. Et notre gros événement de cette année, c'est Move Industrie, qui aura lieu le 11 septembre 2025 sur les circuits des 24 heures du Mans, et où on parlera industrie des mobilités. En tant que pôle, on a pas mal d'appels à projets disponibles aussi sur les sujets d'innovation. On peut vous accompagner au montage et à la labellisation. Voilà, je vous ai mis quelques exemples comme ça, d'appels à projets ouverts en ce moment. N'hésitez pas à contacter nos équipes sur le sujet. Maintenant, on va pouvoir vraiment rentrer dans le cœur, du webinaire qui nous anime aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment de parler simulation et intelligence artificielle au service de l'ingénierie produit. Vous n'êtes pas sans savoir que l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup en ce moment. Là, vraiment, on a voulu traiter le sujet, en complément avec la simulation. Quelles étaient les possibilités de synergie, les complémentarités et les défis, de demain. Là, je vais pouvoir laisser la parole à nos intervenants. Il y aura William Bechamel, expert leader chez Renault. Ensuite, on aura la présentation de Bright Clou avec, Charles Zweig, son cofondateur. Et ensuite, on parlera plutôt optimisation des processus avec Angelo Pascal de chez Duoverse. Et donc, je vais laisser, hop, la parole Très bien. Alors, je vais à partager William. mon écran. Alors, vous me dites quand vous voyez l'écran en plein écran. Ça doit être bon maintenant. C'est bon, ça fonctionne. Parfait. Donc, bonjour, merci pour l'invitation. Donc, William Bechamel, moi, je suis expert leader simulation numérique chez Renault Group et je m'occupe aussi de tout ce qui est développement de nouvelles méthodes pour l'efficacité de l'ingénierie. Et donc, à ce titre-là, on a pas mal de sujets autour de l'IA, forcément. Alors, je voulais démarrer par un petit contexte autour de l'automobile. On est dans un monde relativement incertain aujourd'hui. Voilà, donc j'ai mis quelques exemples ici. Et pour nous, ça se traduit comment? Ça veut dire que il est très difficile de prévoir ce qui va se passer. Voilà, là c'est quelques exemples. Et donc, difficile de prévoir ce qui va se passer, ça veut dire que la réponse prioritaire qu'on doit faire, c'est être capable d'être très agile et réactif sur nos développements. Et donc, le gros challenge que l'on a, c'est d'accélérer nos temps de développement. Ici, c'est une image sur les quelques dernières années pour montrer les temps de développement d'un véhicule. Donc, vous voyez qu'on était à 4 ans sur des véhicules comme Mégane E-Tech. C'est assez récent, mais quand je suis rentré chez Renault, il y a 20 ans maintenant, et c'était 7 ans pour développer un véhicule. Donc aujourd'hui, avec les nouveaux processus sur lesquels on va aller vers du 2 ans. Alors, il y a des acquis déjà. Il y a des acquis relativement forts qui sont autour de la simulation numérique. Ça, c'est pas nouveau dans nos boucles de développement. En particulier, on a deux grands types de modélisation, on va dire. On a deux grandes familles. On a la modélisation 3D, où on a aujourd'hui mis en place des processus très rodés, on va dire, très automatisés pour partir de l'exigence à la construction d'une CAD, d'une CAO plutôt, partagée avec toute l'entreprise. On a une maquette numérique qui suit la conception de la voiture. Et à partir de cette maquette numérique, on va aller très vite au modèle
au modèle 3D. Bon, là, c'est l'exemple d'un crash, mais on va traiter toutes les physiques, en fait, et au résultat de calcul. Voilà. Donc, ces boucles-là sont installées dans les processus pour être capables d'arriver très vite à la bonne définition technique. Un peu plus récent, mais aujourd'hui, mais qui s'industrialise fortement, c'est toutes les simulations 0D, 1D, on va dire, qui partent exactement avec le même type de logique de boucle, sauf qu'on ne part pas de CAD, on part d'exigences, et puis on va y installer, on va créer des plateformes virtuelles avec à la fois des modèles de contrôle et des modèles d'environnement pour faire rouler un véhicule digital dans un peu toutes les situations. Historiquement, c'est les aides à la conduite qui ont démarré, mais dès qu'on va parler de thermal management, de management du couple aussi des véhicules avec des motorisations hybrides, etc., on est dans ce type de simulation. Alors, cette simulation, comme je disais, c'est assez, c'est pas récent, hein, et donc on s'est structuré pour être capable de bien les monitorer, même capable de les piloter. Donc, on a une définition de la maturité des simulations qu'on va challenger projet après projet pour essayer de progresser. C'est toujours basé, un niveau de maturité, toujours basé sur une corrélation bien précise, c'est-à-dire on sait ce qu'on peut faire avec de la simulation, on sait ce qu'on ne peut pas faire. Et vous voyez que d'année après année, on augmente progressivement nos maturités moyennes de simulation. Et sur l'axe que vous avez ici, un abscisse, c'est la couverture, c'est-à-dire on augmente la capacité de traiter de nouvelles physiques. Voilà. Progressivement, on traite de plus en plus de sujets par simulation. Aujourd'hui, on va être à plus de 75% des activités qu'il faut faire pour un développement qu'on est capable de traiter en numérique. Et quand je vous disais la vitesse de développement, vous voyez qu'à partir d'une CAO d'un véhicule configuré avec toutes ces options, hein, en 3 semaines, on est capable d'avoir le pronostic complet de toutes les prestations véhicules, crash, endurance, aérodynamique, acoustique, etc., confort, comportement, etc. Alors ça, c'est des acquis qui nous ont déjà fait passer du monde d'hier, là où je vous disais, où on était on était très lent, on était plus lent en tout cas, au monde d'aujourd'hui, où on arrive grâce à la simulation numérique, à avoir des conceptions plus robustes. Et finalement, notre enjeu, c'est d'être capable, quand on rentre dans la phase physique de validation d'un véhicule, d'être capable de se dire qu'on va être bon du premier coup. Oui. L'idée, c'est d'éviter les itérations dans les phases physiques où on a des prototypes, puisque c'est des phases d'ailleurs qui coûtent relativement cher. On est dans l'usine, il faut vendre la voiture le plus vite possible. Donc, si on a des retards dans les validations, ça peut coûter assez cher. Donc, la simulation numérique, son premier gros atout, ça a été de rendre la phase de conception robuste et d'être capable de valider bon du premier coup. Et ça, c'est des gains sur les coûts de validation qui sont déjà engrangés, hein, puisque entre 2019 et 2022, par exemple, vous voyez, c'est 53% de baisse des coûts de validation grâce aux outils digitaux. Bon, ça, c'est chouette, mais c'est ce qui nous permet d'arriver aux fameux 3 ans. Et donc, si on veut aller plus loin et aller aux 2 ans, on a de grandes réflexions autour de la data et de l'intelligence artificielle. Alors, je vais être un peu plus précis. Alors, je vais d'abord expliquer les deux grandes familles, parce que quelque part, pour moi, c'est des outils, les deux cas. Et il y en a un, on va dire, la simulation numérique, on s'appuie sur de la modélisation physique. Donc, on a forcément des équations derrière d'un comportement. Alors, je vous ai mis Navier-Stokes, moi je suis un aérodynamicien, alors c'est des équations que j'ai beaucoup pratiquées, mais pour chaque domaine de la physique, on a ces équations. On va récupérer des données d'entrée des conditions limites et les conditions initiales à notre problème, on va le discrétiser et on va être capable de faire un calcul. Ça, c'est la filière par la simulation numérique. Et finalement, il existe aussi tout un type de modélisation qu'on pourrait appeler database, enfin basé sur la donnée, où là, c'est quoi? On va récupérer des données de mon problème. Je n'ai pas d'a priori sur l'équation physique et le type de modélisation que je dois mettre derrière. Je constate juste qu'il y a des liens et on essaye de faire passer de la statistique. Alors maintenant, on parlera d'IA sur beaucoup de domaines. Des fois, par le passé, c'était de la statistique ou des maths appliquées, mais bon, voilà. Mais on va faire passer des modèles qui vont apprendre sur ces données, vont être capables de faire un pronostic. Alors en fait, on va voir qu'il y a des atouts, des inconvénients dans les deux approches. Quand je parle, donc ça c'est un tableau un petit peu qui fait référence chez nous. Quand on parle de modélisation physique, finalement, la construction de la modélisation, c'est pas évident parce qu'il faut savoir quelle physique on veut modéliser, quelle équation on veut faire, donc il faut quand même rentrer énormément dans le problème. Si on commence à avoir des problèmes très complexes, c'est pas évident.
Sur la donnée, finalement, si les données sont disponibles, hein, il n'y a pas d'hypothèse à faire sur la physique. Alors, je mets un petit bémol, attention au biais d'apprentissage. Si on a des données qui sont biaisées, c'est-à-dire avec des a priori, on va dire, dans les données que l'on a utilisées, on peut passer à côté de certaines choses. Mais quelque part, il n'y a pas ce prérequis de savoir qu'est-ce qu'on doit modéliser. Le coût de la simulation aussi, ben, forcément, la résolution des équations peut nécessiter pas mal de ressources calcul. Voilà. Un calcul d'aérodynamique d'un véhicule complet chez nous, c'est sur des centaines de processeurs, on est proche du millier maintenant. C'est un calcul qui va durer presque 24 heures. Vous voyez, donc c'est des gros calculs. Sur les modèles basés sur la donnée, là encore, une fois l'apprentissage fait, le coût de l'inférence, de l'itération est très rapide. Alors, les volumes de données d'essai, là, c'est l'inverse, par contre. Finalement, dans le cas d'un modèle basé sur la simulation numérique, j'ai besoin de données d'essai pour être capable de corréler mon modèle, pour vérifier que j'ai bien modélisé. Je n'ai pas besoin d'en avoir un très grand nombre. Par contre, dans le cas d'un modèle basé sur la donnée, là, c'est le nerf de la guerre. Donc, il faut avoir beaucoup de données, d'où aussi l'importance de bien structurer nos données dans nos entreprises. Souvent, le problème est dans l'accessibilité de ces données. Notre sujet, c'est l'explicabilité de la solution. Dans un modèle basé sur la physique, comme on décrit le phénomène, on a une approche déterministe, on va aussi connaître les facteurs d'influence plus facilement, on sait facilement expliquer ce qui va se passer. Dans le cas de modèles basés sur la donnée, ce n'est pas toujours le cas. Et puis au niveau des précisions, moi finalement je dirais match nul. En fait, du coup, il faut savoir avec quoi utiliser à quel moment. Voilà, c'est le débat. Et donc, il faut se poser la question, il ne faut pas forcément les opposer, les deux approches. Voilà. Donc finalement, on se rend compte qu'intrinsèquement, voilà, entre un modèle basé sur la donnée et un modèle basé sur l'IA, c'est assez complémentaire sur le papier. Alors, on a une façon on a deux schémas finalement qui peuvent exister. Donc on a la simulation qui va servir après à faire une application, et on peut se dire que l'IA peut permettre d'améliorer la simulation. Donc l'outil final, ça reste la simulation, mais comment il y a certains cas d'usage de ce type-là. Par exemple, j'ai une simulation, j'ai besoin de données d'entrée à ma simulation, je peux très bien utiliser des techniques statistiques ou des techniques basées sur la donnée, en tout cas, pour améliorer les paramètres d'entrée de mes modèles physiques. Je peux aussi automatiser certaines tâches. Je vais vous montrer des exemples qui peuvent permettre d'enrichir le processus via la simulation. L'autre schéma existe, hein. C'est-à-dire là, j'utilise le modèle d'IA et en fait, je peux finalement rentrer dans un modèle d'IA des données de simulation pour être capable de faire des surrogates modèles, par exemple, ou entraîner en tout cas des systèmes d'IA sur des environnements virtuels. C'est des choses, je vais vous montrer aussi quelques exemples. Donc ces deux schémas, ils montrent finalement une certaine complémentarité entre l'IA et la simulation. Alors, j'ai quatre grands domaines. Alors, j'ai essayé de faire un zoom arrière pour me dire un peu quelles sont les 4 grandes applications qu'on peut voir dans l'ingénierie. Il y a un premier sujet sur l'IA, c'est tout ce qui va être l'exploration des espaces. En fait, on se rend compte que aujourd'hui, on avait des approches pour arriver à générer les concepts qu'on veut essayer. Des fois, on est un peu limité juste par notre imagination, par notre façon de faire. On a toujours fait comme ça, donc on en arrive là. Et en fait, on se rend compte qu'on peut avoir des algorithmes qui sont hyper pertinents pour aller tester de nouvelles solutions. Donc là, on a utilisé ça, nous, pas mal autour des dessins de câblage, de tuyaux, des parcours, etc. On utilise des algorithmes type Waze, hein, vous voyez, c'est le type de choses comme ça. Sinon, il ne veut pas me lâcher. Qui vont permettre de trouver de nouveaux concepts et être capable de, par exemple, trouver des solutions avec des parcours de câblage, etc., qui peuvent être plus courts que ce qu'on faisait par le passé. On va avoir des exemples où on va utiliser l'IA pour accélérer la simu, en fait, de faire des réductions de modèles, en tout cas. Et ça, c'est jouable et on le fait en particulier sur tout ce qui est mécanique des fluides aujourd'hui avec ce qu'on appelle des graph neural network. Donc, c'est des exemples que je vais vous montrer aussi un petit peu plus en détail. Autre possibilité, c'est un couplage, en fait, c'est via des algos d'IA, c'est coupler des données de simulation à des données de test. On est souvent dans des cas, surtout quand on arrive dans les phases aval de projet, où on a une simulation qui n'est pas assez précise pour être capable de faire des validations assez fines ou mettre au point nos systèmes. Et donc, dans ce cas-là,
on peut utiliser des techniques où on va enrichir en fait la simulation avec des données d'essai. Donc c'est comme si on mettait un genre de correctif en sortie de la simulation qui a appris sur l'écart entre données de test et données de simulation. On appelle ça l'hybrid twin. Et on a beaucoup de cas d'usage de ce type-là aujourd'hui qui sont en train d'arriver, qui nous permettent d'accélérer nos validations. Et enfin, le dernier sujet, c'est je m'appuie carrément sur la donnée. Là, je n'ai pas intégré de simulation. Et c'est vrai que dans toutes les phases projet, on peut avoir ce type de choses. Alors, j'espère que je ne suis pas trop en retard. Donc, je vais vous montrer un exemple, 3-4 exemples. Premier exemple, c'est sur la continuité des outils entre l'IA et la simulation. Je prends un exemple sur l'aérodynamique. Dans le temps, quand je développais une voiture en aérodynamique, on utilisait essentiellement la soufflerie. Donc, ça veut dire faire une maquette, passer le véhicule dans une veine, mesurer les efforts et puis essayer de modifier la forme au physique pour trouver la bonne forme qui permet de limiter la traînée aérodynamique dans notre cas. Ensuite, on a utilisé la simulation numérique un peu plus tôt dans le projet. Donc, on est capable de lancer des calculs et mesurer la traînée bien avant d'avoir le véhicule au physique. Mais ça nécessite quand même d'avoir déjà une géométrie, d'avoir déjà convergé, d'avoir fait des efforts de numérisation, etc. Et en fait, on est venu rajouter pour l'amont plein d'outils basés sur la donnée. On a acquis en fait sur tous les calculs qu'on avait fait par le passé, toutes les analyses concurrence, etc. On a pu faire des analyses de quels sont les paramètres clés qui permettent de dimensionner une aérodynamique, quels sont on a aussi des outils qui permettent de dégrossir, on va dire, très rapidement le style d'un design pour être capable d'arriver très vite et de sortir des premières infos en amont, bien avant la phase de numérisation fine qui est nécessaire ici. Donc, vous voyez l'exemple de complémentarité dans un processus où on est parti finalement de la data pour arriver après à une CFD qui nous permet de dessiner le détail des formes pour aller jusqu'à une validation qui se fait toujours en soufflerie, puisque l'homologation se fait en soufflerie. Un autre exemple, c'est sur la conception rapide. J'en ai rappelé, je l'ai dit tout à l'heure un peu rapidement. On peut générer des idées à partir d'algorithmes d'IA. Donc, aujourd'hui, on le fait essentiellement sur des parcours et choses comme ça, mais on peut le faire sur des systèmes aussi ou sur de la géométrie. Je couple ça à des outils qui savent me faire des pronostics prestations très rapidement et vous voyez qu'on est capable de faire une boucle très très rapide qui peut me permettre d'arriver assez vite sur une première définition de concept où je sais qu'il a toutes les chances d'être réalisable. Oui. Donc, si on veut aller vite, il ne faut pas tomber dans une impasse technique très rapidement. Donc, c'est vraiment ça l'idée, c'est d'être capable de faire ces boucles rapidement. Autre exemple, alors là, je vous ai donné des exemples plutôt sur l'amont du projet. Là, sur l'aval, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, pour la mise au point rapide, on peut utiliser des plateformes de simulation, voilà, où on va avoir le modèle physique et le modèle de contrôle. Là, je suis dans du Simulink, de la Messim, du GT Power, vous mettez l'outil que vous voulez derrière. Et finalement, en couplant ça avec des essais, en couplant ça aussi, on peut mettre ces plateformes aussi dans l'environnement de test. On est capable de générer finalement un véhicule digital qui va nous permettre de pré-mapper, de pré-tuner le véhicule et de faire en sorte que quand on commence à rouler la voiture, elle n'est pas vierge en fait. On a déjà quelque chose à l'intérieur qui est à peu près convergé et on se sert finalement des essais que pour faire la calibration finale. Ça aussi, c'est des facteurs d'accélération qui sont hyper importants dans la phase qui nous intéresse en plus particulièrement, puisque là, on est dans la phase où le véhicule est dans l'usine. Et pour finir, je vous donne un dernier exemple sur l'utilisation de l'IA pour la validation des aides à la conduite. Pour valider des aides à la conduite, en fait, on a des millions de kilomètres de roulage. On va tester nos algorithmes dans les caméras pour détecter des dangers éventuels, etc. Et surtout éviter de faire des fausses détections. On rejoue ces kilomètres qu'on a fait, qu'on a réellement fait, hein, voilà. Mais par contre, on se dit que ça serait intéressant de les enrichir par des données, pour générer de nouvelles scènes. Et là, je vous donne un petit exemple. Par exemple, on part d'une scène où on est manifestement en été, et on lui dit génère-moi une image de neige. Et en fait, grâce à ces techniques, on est en train d'enrichir nos scénarios de roulage pour faire des systèmes de plus en plus robustes. Donc, c'est une autre façon finalement de traiter la complémentarité entre l'IA et la simulation. Je me sers de l'IA pour générer de nouveaux use cases qui vont rendre mon système plus robuste. Voilà.
Donc, pour conclure ma présentation, on se dit qu'aujourd'hui, là, je vous ai montré le monde des bisounours. La simulation et l'IA sont parfaitement complémentaires dans tous les cas que j'ai présentés, l'un pouvant enrichir en permanence l'autre. Alors, je vais quand même faire une petite ouverture pour la conclusion, et puis on pourra en discuter si vous le souhaitez. On commence à voir quand même poindre quelques tensions. Voilà. Quand l'IA commence à remplacer une simulation en allant plus vite, est-ce qu'il faut toujours faire la simulation? Mais si je fais plus la simulation, est-ce que je perds pas le sens physique? Voilà. Donc ça, c'est quand même des débats que l'on a. Et finalement, bon, nous, une de nos réponses, c'est qu'on se dit qu'il faut quand même garder le sens physique, hein. Ça, c'est quand même le rôle de l'ingénieur. C'est quand même de savoir aussi ce qu'on conçoit. Mais c'est un garde-fou à bien avoir, il me semble, dans nos entreprises. Et puis, il y a d'autres choses qui sont très pragmatiques, hein. Comment approcher, formuler un problème? Voilà, j'ai un nouveau problème qui arrive. Des simulations de bruit de je ne sais pas quel organe. Voilà. Est-ce qu'on part direct sur la donnée? Est-ce qu'on part sur la modélisation? Quel type de solution? Et du coup, ça a conduit à quel type de profil aussi on cherche à recruter. Voilà. Est-ce qu'on est sur un ingénieur simulation ou un data scientist? Vous voyez, les types de profils, on sent bien que c'est des questions qui vont arriver de toute façon. Aujourd'hui, on a encore toutes les compétences dans nos entreprises, donc ça tourne bien. Quel équilibre, vers quel équilibre on veut aller, c'est des questions encore ouvertes. Voilà. Et puis j'ai mis une conclusion là, c'est aussi, n'en demandons-nous pas trop à l'IA. Donc aujourd'hui, des fois, bon, l'IA, à mon avis, ça reste un outil avec ses forces et faiblesses, comme je vous l'ai montré. Ça fait beaucoup de buzz quand même aujourd'hui. Il faut quand même prendre du recul et comprendre ce qu'on peut en faire et ce qu'on ne peut pas en faire. Voilà. Donc, bon, aujourd'hui, j'aurais tendance à dire IA et simulation complémentarité, c'est ce qu'on vit au jour le jour. Bon, jusqu'à quand voilà. Donc ça, il va falloir faire attention aux quelques points de vigilance qui sont ici. Voilà, je pense que j'arrive à la fin de ma présentation. Super, merci beaucoup William, c'était très clair. Je vous invite à poser vos questions, comme ça a déjà commencé à être le cas dans l'onglet questions-réponses. Comme ça, on pourra les prendre à la fin ou voilà, William, si tu Ouais, veux répondre à pas certains de souci. éléments déjà directement, Non, tu bah, je peux. vais les lire déjà, mais Voilà. on peut répondre à la fin, ça marche. Et comme ça, je vais pouvoir passer la parole à Charles. Hop, je te laisse prendre le contrôle de l'écran qui va nous présenter sa solution via Brightclue. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon. Pas encore, mais ça devrait arriver. Parfait. Super. Et ben, je m'appelle Charles Sgeb et je suis le cofondateur d'une société qui s'appelle Brightblue. On est une startup deep tech et on est créé depuis 4 ans et demi. On est basé à Rennes et on est spécialiste de l'exploitation des bases de données techniques des industriels. On le fait via des modèles d'IA à base de réseau de neurones, soit pour la recherche par pièce 3D ou soit pour la recherche en langage naturel. Donc, je vais expliquer un petit peu ce qu'on fait et aussi les projets qu'on a avec quelques industriels. Donc, la genèse du projet, elle est liée à mon expérience perso quand j'étais dans l'industrie. J'étais développeur de procédés de fabrication et clairement, ce que je faisais, c'est que je recevais des pièces 3D du bureau d'études pour lesquelles je devais développer des procédés de fabrication. Et très naturellement, bah, j'allais regarder, par exemple, quelles sont les pièces similaires, pouvoir répliquer des procédés existants, intégrer des bonnes pratiques ou intégrer les retours d'expérience des usines pour pouvoir concevoir des procédés de fabrication robustes. Puisque j'étais jeune embauché et je n'avais pas forcément donc les compétences complètes dans le métier, je commençais un petit peu petit à petit dans ce département de développement de procédés de fabrication et surtout, en fait, je ne connaissais pas le legacy de l'entreprise, donc je ne connaissais pas vraiment ce qui s'était passé il y a 10 ans, 20 ans, il y a 5 ans. Donc, je regardais un peu dans la base de données et en fait, les bases de données, après la digitalisation de l'entreprise,
et ben, en fait, elle est devenue très volumineuse et était très compliquée à fouiller dedans. Donc, soit je ne trouvais pas l'information que je voulais, soit en fait, les informations n'étaient pas forcément pertinentes pour la pièce sur laquelle je bossais. Et ben, du coup, je redéveloppais un nouveau procédé from scratch. Donc voilà le cycle un petit peu de ce que les ingénieurs aujourd'hui vivent dans une entreprise, dans un grand groupe, je dirais, ou même dans des petites entreprises aussi. On a vu ce problème-là. C'est le partage de l'information, le knowledge management qui circule de la base de données entre les anciens vers les nouveaux salariés. Et, euh, et donc, ce qu'on a constaté, c'est qu'en fait, ce problème-là touche à peu près tous les grands industriels et aussi les ETI. Euh, il y a à peu près 20% des temps des ingénieurs et des techniciens qui est perdu à développer l'existant ou à fouiller dans la base de données. Et très clairement, ils ont du mal à tirer profit de la base de données pour trois raisons. La première raison, c'est qu'en fait, il y a trop de données dans la base de données aujourd'hui. Et aussi, c'est qu'en fait, le savoir n'est pas forcément partagé. Souvent, on a des départements qui travaillent d'une manière silotée et donc on a des difficultés à faire circuler les informations quand même pour un projet en commun entre ces différents départements. Et la troisième raison, c'est qu'en fait, on a une mobilité souvent interne dans ces entreprises-là. Parfois, tous les 4 ans, une personne voudrait changer de poste et aller d'un départ à l'autre. Et il tombe dans la catégorie d'un nouvel embauché. Donc, il ne va pas savoir en fait le legacy du département, donc l'historique, de savoir en fait ce qui a été fait sur les pièces, les procédés. Donc, en fait, pour ces trois raisons-là, on a une perte de productivité parfois parce qu'en fait, on crée des doublons. Donc, voilà un peu les défis qu'on constate chez les industriels avec qui on travaille. Donc, la première, c'est en fait, on perd des heures à travailler sur quelque chose qui existe déjà dans la base de données, mais on ne sait pas qu'il existe. Le deuxième défi, c'est de répéter en fait des bêtises du passé, sachant que les usines, souvent, elles remontent des informations sur des procédés. Sauf qu'en fait, ces informations finissent dans des bases de données. Elles ne sont pas prises en compte parce que elles dorment, comme toutes les infos dans la base. Et la troisième raison, le troisième défi, c'est de générer des duplicats. Et ça, il y en a plein. Une fois, on a bossé avec un industriel où on a vu que pour une vis, ils avaient pour la même vis, c'était le même 3D, c'était sauvegardé sous 45 références différentes sur les différents sites. Il n'y avait aucune économie d'échelle et en fait, le fournisseur de cette vis-là, il se mettait bien parce que il facturait au prix fort, il n'y avait aucune économie d'échelle. Et le fournisseur savait en fait qu'il avait déjà fourni la vis à un autre site pour le même groupe, mais il ne le disait pas forcément. Et donc, franchement, des exemples comme ça, il y en a plein. Et le quatrième défi, en fait, c'est le time to market qui s'allonge parce qu'en fait, on prend une pièce des premiers jalons qui n'a pas les bonnes pratiques et du coup, les métiers y demandent des modifications. Ça fait prolonger le time to market parce qu'en fait, la pièce, elle sort au final avec beaucoup de délais et en fait, elle retarde tout le projet. Donc voilà à peu près les quatre défis. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais en tout cas, c'est un peu le résumé qu'on a fait de notre expérience. L'idée qu'on a eue pour résoudre ce problème-là, c'était d'entraîner des algos déjà sur des pièces 3D existantes dans la base de données et pour permettre à l'utilisateur de ne pas directement chercher avec juste du texte sémantique, mais directement laisser le modèle chercher directement sur la pièce 3D parce que c'est la clé qui est stockée dans la base de données. Et l'idée derrière, c'était pour que chaque pièce 3D, on puisse extraire toutes les pièces qui sont similaires dans la base de données et extraire et les classer par similarité, design et géométrie, de celles qui ensemblent le plus à celles qui ensemblent le moins. Et l'idée derrière, c'est de pouvoir extraire aussi leurs bonnes pratiques, leurs retours d'expérience, enfin tout ce qui traîne derrière une pièce 3D, comme les rapports de simulation par éléments finis, les rapports de test, les certifs matières, en tout cas, toutes ces infos qui sont en train de dormir pour pouvoir les mettre à disposition d'un utilisateur et qui puisse lui-même les regarder, voir ce qu'il veut en fait extraire de ces infos, appliquer ou ne pas appliquer. Et ensuite, on a aussi appliqué des modèles LLM fine-tunés sur des bases de données pour permettre à l'utilisateur directement d'interagir avec la base de données comme du ChatGPT ou du Google. En fait, c'est de pouvoir directement extraire une information, peu importe la langue,
de cette information, enfin, peu importe la langue avec laquelle cette information est stockée dans la base de données. Et l'idée, c'est de pouvoir directement extraire des infos de différents sites qui sont stockés, admettons, sur le PLM, mais à partir d'un site qui est au Brésil, en une langue portugaise, pouvoir les indexer et en fait les mettre à disposition, tout ce savoir-là, à tous les sites d'un groupe. Ça, c'est un exemple. Donc voilà rapidement les features. Donc la recherche en langage naturel. Donc comme j'ai dit ici, j'ai donné l'exemple parce que c'est un industriel avec qui on bosse aujourd'hui. Il a un site en Allemagne et un site au Brésil. Et ce qu'il voudrait, donc, c'est que la personne qui stocke des informations en portugais au Brésil et il fait des recherches en portugais puisse aussi trouver des informations du site en Allemagne qui lui stocke des informations en allemand. Donc ça, c'est un exemple. Donc c'est plutôt de la recherche qui est agnostique de la langue et de pouvoir faire des analyses un peu poussées sur, enfin, on peut même faire des calculs, des régressions calculs de régression sur des informations techniques qui sont stockées dans la base de données, où là, aujourd'hui, pour les faire, il faut aller enfin, exporter tout, aller dans Excel, faire. En tout cas, ce qu'on veut permettre, en fait, à l'utilisateur, c'est de gagner en productivité et accéder rapidement aux informations au bon moment dans la base de données. La deuxième feature qu'on a mis dans le produit, c'était la recherche 3D. Elle va permettre à l'utilisateur direct d'extraire en moins d'une minute toutes les pièces qui sont similaires, de pouvoir directement détecter s'il y a des duplicats dans la base de données, s'il y a des pièces déjà produites sur un autre site, peut-être contacter l'autre site pour voir en fait si on peut directement répliquer un procédé, prendre une pièce déjà existante dans la base de données, euh, intégrer les bonnes pratiques directement dans une pièce, peut-être pouvoir faire bon du premier coup. En fait, tout ça, c'est toujours pour aller faire bon du premier coup et gagner en productivité dans l'ingénierie produit et dans l'ingénierie process. Et les use cases, je vais passer rapidement sur l'ingénierie. Bon, j'en ai un peu parlé sur les duplicats, sur tout ce qui est le know-how. Pareil pour le manufacturing, mais en tout cas, il y a un troisième use case qui, lui, est apparu plus tard. C'est sur la partie chiffrage. C'est qu'en fait, on a été contacté par les entreprises avec lesquelles on travaillait, par les départements chiffrage, parce qu'ils voulaient chiffrer les pièces bon du premier coup, dès le premier jalon. Là, aujourd'hui, ils utilisent des fichiers Excel. Donc, ils ne voient pas de pièces 3D, ils ne sont pas techniques, donc ils voient des fichiers Excel avec des lignes et des caractéristiques dans le fichier. Et ce qu'ils veulent, c'est de pouvoir, par similitude entre pièces 3D, de pouvoir tomber sur le bon prix dès le premier jalon parce que sur ce chiffrage-là, parfois, ils prennent des décisions de faire en interne ou faire en extérieur. Et donc, ça, c'est un troisième use case qui est apparu plus tard, qu'aujourd'hui, on commence à adresser avec une solution où, en fait, on vient ajouter des indicateurs coûts dans notre produit. À chaque fois qu'un utilisateur glisse et dépose une pièce, on arrive à lui dire, par exemple, combien ça coûtait la pièce la plus similaire dans la base de données. Là, je vais passer un peu plus de temps sur ce slide-là. C'est un peu important pour nous. Euh, la réussite d'un projet d'IA dans l'industrie. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour réussir un projet d'IA dans l'industrie, il faut de la donnée, il faut aussi la qualité de données. Et ça, très souvent, en fait, les industriels l'oublient. Et ce que nous avons constaté avec les industriels, c'est que très souvent, ils nous disent, ouais, nos données sont super propres. Et à chaque fois qu'on commence à travailler avec eux, on ouvre la boîte et enfin, c'est surprise totale, quoi. Enfin, c'est vraiment, en fait, ils ne se rendent pas compte de la qualité des données qu'ils ont parce qu'en fait, ils ont beaucoup d'historique. Enfin, c'est des erreurs humaines. Donc, le premier problème qu'on a, en fait, c'est souvent, en fait, les données qui manquent. Soit parce qu'il y a un manque d'échange entre les bases de données qui lient les informations. Souvent, ils ont différentes bases qui ne communiquent pas entre elles. Les 3D souvent ne sont pas associés au procédé de fabrication ou ils ne sont pas associés à une certaine ou à la BOM. Le deuxième problème qu'on a, donc ça, c'est deux problèmes, mais il y en a plein. J'en ai cité deux qui sont très récurrents dans l'industrie. Le deuxième problème qu'on a, en fait, c'est les données qui sont erronées. Donc, souvent, on a de la donnée, par contre, elle n'est pas propre. Parce qu'en fait, c'est les informations qui sont saisies dans le PLM ou le PDM, dans les bases de données techniques des industriels, souvent, en fait, c'est des saisies par l'humain et l'humain fait des erreurs. Donc, soit il va se tromper de colonne, soit il va se tromper de ligne. Et en fait, on a énormément de données erronées. Et nous, quand on entraîne nos algos, on a constaté donc forcément une perte de perf à chaque fois qu'on entraîne sur des données erronées. Et on s'est mis à faire de l'harmonisation de la donnée et du nettoyage de données. Et ça, c'est à peu près 70% de notre temps, ce qu'on fait. Donc, monter des algos pour nettoyer et harmoniser les informations avant de déployer en production une plateforme pour le client pour qu'il exploite sa base de données. Donc,
Voilà pour un petit résumé donc, de tout ce qu'on a fait en 4 ans et demi chez les industriels. On a constaté que les données stockées, très souvent, dépendent de l'usage et que les compétences IA et les connaissances métiers peuvent compenser certaines faiblesses des données. Mais en tout cas, plus les données sont propres, moins c'est long pour nous et moins ça coûte cher aussi pour le client. Et enfin, les performances finales obtenues permettent de traiter des cas d'usage complexes et certains types d'erreurs ne peuvent pas être corrigés par les modèles d'IA. Et ça, clairement, on ne pourra pas faire des miracles. Enfin, pour certains types d'erreurs, c'est comme ça, on les met de côté et c'est fini. Euh, Enfin, on a quelques projets d'innovation qu'on fait en consortium avec Valeo, le Labo des Arts et Métiers et une startup deep tech qui s'appelle Descia. Et ce projet-là, c'est un projet très ambitieux sur 3 ans. On n'est pas sûr que ce sera successful, mais au moins on aura essayé. C'est sur la génération de pièces 3D en prenant en compte euh, une famille de pièces au départ, un sketch 3D et des contraintes explicites d'un ingénieur. Et l'idée derrière, c'est de pouvoir directement générer une pièce 3D en fonction fait, de ces contraintes-là et aussi des pièces d'identité des familles de pièces sur lesquelles on a déjà travaillé, analysé en fait le 3D. Donc en fait, c'est un mélange de Gen AI en prenant en compte les familles de pièces 3D au départ et les contraintes explicites de l'autre. Donc, ça peut être les contraintes de conception, les contraintes logistiques, enfin, en tout cas, tout type de contraintes qu'on peut directement mettre dans la moulinette. Et voilà, enfin, rapidement, l'idée derrière, c'est de pouvoir raccourcir le cycle de développement d'une pièce et en réduisant et en supprimant certaines loupes entre les différents jalons. Voilà à peu près Super, tout. merci. C'était ma dernière slide. Si vous avez des questions, enfin, je suis disponible après la dernière présentation. Voilà, n'hésitez pas à les écrire déjà dans le chat. Merci beaucoup, Charles. On va pouvoir passer la parole à Angelo, qui va nous parler de Duoverse cette fois. Charles, Angelo, je te laisse prendre le partage d'écran. Et ouvrir ton Voilà. micro. Vous voyez bien mon Je écran? pense qu'on est parfait. Ouais, c'est bon. Bah, super. Bah, déjà, merci beaucoup pour l'invitation et merci beaucoup aussi à William et Charles pour leur présentation qui ont aussi donc bien introduit effectivement aussi tout ce que je vais vous présenter également. Donc, moi, je vais vous parler des Duoverse et des quelques cas d'usage autour de la mobilité. Donc, nous sommes une jeune startup dont je suis cofondateur et CTO. Donc, la startup a été créée à partir des travaux de recherche aux arts et métiers et aussi au CNRS dans sa filiale singapourienne, donc CNRS at Create. Nous avons donc aujourd'hui un petit board scientifique qui est composé par Francisco Chinesta, qui est professeur des universités aux arts et métiers, notamment au laboratoire PIM, où il s'occupe des mécaniques numériques et des simulations avancées, et Dominique Bayerja, qui c'est le directeur donc, des CNRS at Create donc, à Singapour. On est incubé, comme on est une startup de deep tech, chez Agoranov, donc basé à Paris, et on avait suivi donc un programme d'accompagnement du CNRS, donc le programme RISE des CNRS Innovation, et on fait partie donc du pôle ID for Mobility, voilà, d'où aussi l'invitation au webinaire. Voilà, donc on a les supports des arts et métiers, des EFI Group Keysight avec qui on a effectivement donc une collaboration depuis des années. Et on fournit aussi des solutions en lien avec les environnements virtuels, donc tout ce qui est réalité virtuelle et on va dire XR. Donc c'est sur cet axe-là qu'on travaille avec Immersion.
Donc la société a été créée fin d'année dernière, donc c'est tout récent et on travaille donc dans les secteurs des jumeaux numériques, donc au sens large. Et c'est pour cela que je vais vous donner tout à l'heure des exemples en lien, donc on va dire avec les jumeaux hybrides qui ont été déjà un peu introduits par William, à partir de leur création et leur déploiement. L'idée, c'est qu'on puisse mettre au service de l'industrie des technos qui mélangent la simulation numérique et l'IA et qui ont comme vocation la création d'une IA qui est plus frugale, donc plus légère, qui utilise moins des ressources de calcul parce qu'aujourd'hui, donc avec les GPU, on peut entraîner des modèles énormes, mais il y a un gros coût derrière, un gros coût environnemental, un gros coût pour construire ces modèles-là. Et l'idée, c'est de mettre au service de l'industrie des technos qui puissent fonctionner où il y a effectivement moins de données. Parce qu'en industrie, il n'y a pas forcément beaucoup de données. C'est ce qu'on voit également en travaillant effectivement avec nos clients ou dans nos collaborations passées. On a des activités un peu cross-industrie, donc on est actif dans tout ce qui est électronique, télécommunication, et quand je dis électronique, c'est à la fois électronique, donc microwave, mais également électronique des puissances. Aujourd'hui, typiquement, avec les software design vehicle, on sait bien que typiquement la voiture, elle devient un gros téléphone, donc l'électronique, elle est très importante, et on travaille donc à plusieurs échelles dans ces secteurs-là, avec aussi des collaborations de recherche avec XLIM, avec Battery for Life, les Vehicle Safety Institute, donc on a des collaborations fortes autour de ces sujets. On travaille aussi dans les aspects des mécaniques et matériaux, c'est historiquement donc avec la collaboration avec les laboratoires PIM et avec un constructeur des machines autrichien Phil, avec qui on couvre des aspects manufacturing. Ensuite, on est actif dans les secteurs de la Smart City à Singapour, où il y a énormément de questions liées à la mobilité, pas que mobilité terrestre. Donc, c'est des exemples que je n'ai pas rajoutés forcément à cette présentation-là. Et on est évidemment actif dans tout ce qui est IA, notamment avec l'intégration des Aniti à Toulouse, avec qui on a des collaborations également industrielles dans des secteurs différents. Donc, l'idée, comme a été introduite déjà auparavant, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on utilise la simulation numérique de plus en plus, pas que comme depuis des dizaines, vingtaines d'années dans les phases de conception, mais également en production et en opération. L'idée, c'est effectivement de pouvoir couvrir un peu les différentes étapes et pouvoir les faire d'une façon un peu plus simple, on va dire, pour connecter tout ce qui est la donnée physique, la donnée virtuelle et la donnée expérimentale. Donc nous, on travaille en parallèle sur deux aspects. Donc il y a un aspect plus algorithmique que je vais vous introduire, on va dire, juste après. Et une partie qui est vraiment des connexions avec un outil qui est plutôt une plateforme SaaS. Donc on a effectivement deux produits, un software et une plateforme, les deux en cours de développement. On va partir par les premiers. Donc, Panda est un logiciel qui a été déposé au CNRS. Donc, le CNRS est propriétaire et aujourd'hui, donc dans la startup avec Duoverse, on a une licence exclusive de ces logiciels et on contribue à son développement, où on mélange des algos d'IA frugales et des connaissances basées sur la physique pour construire des simulateurs qui sont embarquables, qui sont temps réel, qui sont précis, et qui mélange finalement donc les connaissances des physiques avec l'IA pour la rendre effectivement, comme j'avais vu aussi dans une des questions qui avait été posée, plus explicable et plus légère. Mais comme effectivement il a introduit également William tout à l'heure, ce qu'on essaie de faire, c'est également couvrir la partie d'hybridation, c'est-à-dire coupler un modèle réduit qui est construit à travers, par exemple, le logiciel Panda, avec la donnée réelle qui est enregistrée sur l'asset physique en temps réel. Donc, cela, ça va nous permettre de couvrir et de modéliser l'ignorance
pour créer finalement ce qu'on appelle un jumeau digital hybride. Voilà. Avec la plateforme, donc la plateforme SaaS, l'idée c'est de mettre au service donc qui exploite ces modèles-là en usine par exemple, les modèles qui sont parfois créés par la R&D. Donc comme vous voyez ici à gauche, il y a la partie des designs, des modélisations qui est plutôt couverte par les ingénieurs, les data scientists aujourd'hui qui mélangent effectivement la physique et l'IA, ou par des modèles qui sont finalement par des sociétés extérieures qui créent ces modèles-là en mélangeant physique et IA, comme à travers les logiciels Panda. Mais finalement, l'idée, c'est qu'on puisse également l'exploiter en opération et les mélanger avec les capteurs. Les données enregistrées sur les capteurs ou compléter la donnée enregistrée par les capteurs avec la simulation pour faire finalement de l'opération optimale, de la maintenance optimale, pour évaluer des scénarios et répondre rapidement. Donc, je vais donner quelques exemples en design. Donc, ici, c'est des exemples pour ce qui est modélisation de la batterie. Aujourd'hui, c'est un gros sujet, finalement, la batterie pour les véhicules électriques. Et ici, comme on voit, c'est des modèles de simulation qui répondent en temps réel, c'est-à-dire qu'au lieu d'attendre finalement qu'un calcul de simulation tourne et qui peut prendre parfois longtemps à tourner. William, effectivement, il parlait d'une semaine, de quelques jours, mais effectivement, ça peut être des très grands modèles. Et donc, si on a envie d'avoir une réponse temps réel, c'est-à-dire changer les paramètres comme on voit ici, et voir comment ça joue sur les systèmes pour pouvoir après calibrer des modèles de la batterie ou typiquement trouver un design optimal, il va falloir accélérer ces calculs et on peut les faire avec des surrogate models. Les surrogate models ne sont pas forcément évidents à créer, notamment lorsqu'on a des réponses, comme on voit ici, avec énormément de pics, des fortes localisations. Donc ici, c'est un exemple en D avec une réponse fréquentielle pour ce qui est NVH. Donc ici, on est en train de modéliser une batterie. Il y a des partenaires industriels, évidemment, dans ces projets-là, où on utilise des matériaux différents pour réduire les poids, ralentir la combustion, améliorer les vibrations. Il y a énormément de recherches au travers de ça à différentes échelles, à partir de l'électrochimie de la cellule jusqu'à la composition du boîtier. L'idée, c'est d'avoir, on va dire, des modèles, des produits plus légers qui ont moins de soucis côté vibratoire, par exemple. Et on essaie de créer des modèles où on a des réponses fortement localisées en fréquence. Et ces données-là sont infernales à modéliser par des réseaux de neurones standards. Et c'est pour cela qu'il va falloir trouver des solutions, donc des modélisations d'IA qui puissent fonctionner avec ce type de données. Et là, avec des technos très récentes qu'on est en train de développer, on arrive à fitter tous les pics. Donc, c'est ça qui est effectivement des pics qui sont shiftés par rapport aux différents paramètres, qui peuvent être 5, 10 paramètres de structure, qui vont shifter la donnée, donc la réponse qu'on voit ici, et donc qu'il va falloir quand même pouvoir prédire. Avec des modèles qu'on a créés pour la batterie, par exemple, on a envie après de les mettre dans des simulations de systèmes. Donc, comme vous voyez ici, on peut avoir des gros systèmes, donc typiquement ce qui arrive aujourd'hui dans les SDV. On a qu'il y a des briques, par exemple ici, qui viennent des modèles 3D et qu'avec des FMU ou FMI, ils vont pouvoir se connecter à d'autres parties du système du véhicule. Et donc ici, on voit que typiquement ces modèles qui est embarqué, il est en même temps capable de se corriger avec la donnée enregistrée pendant un itinéraire, parce qu'il l'a appris sur plein d'itinéraires également. Donc ça, c'est un vrai exemple des hybrid twin pour le state of charge de la batterie en temps réel. Ensuite, on travaille aussi sur des problématiques liées au crash qui ont déjà été évoquées, à la fois pour la sécurité des véhicules, des passagers, et aussi pour, donc, qui on va dans la partie
finalement crash, mais à la partie aussi stamp. Donc, on fait un lien stamp to crash, on va dire. Donc, ici, on modélise par exemple la structure frontale avec 13 paramètres. Et on est capable d'effectuer des courbes d'accélération qui ont aussi des réponses très localisées, shiftées en temps. Ici, c'est deux exemples qui sont en lien avec les conforts thermiques. Donc, également, ce qui se passe ici, c'est quand on est en train de modéliser, donc ici, c'est des exemples avec donc des systèmes d'aération. Ici, l'aérateur de la voiture. On se place en face de la excusez-moi, en face du passager ici, et on voit que donc il y a les jets d'air qui est très localisé. Donc, c'est le même exemple qu'on voyait tout à l'heure en 1D, mais ici, c'est localisé en 2D. Donc, interpoler donc, des données qui viennent des simulations comme ça, c'est loin d'être évident. Et par contre, avec des technos d'IA et physique, donc ici, dans ces cas-là, c'est le transport optimal, par exemple, on arrive à créer, à faire bouger la tâche en fonction de comment il va il va bouger l'aérateur. Et alors que des algos d'IA standard, ils n'auraient pas forcément obtenu des résultats cohérents. Pour aller plus loin, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est des couplets. Donc ça, c'est un exemple en manufacturing pour des pièces donc, qui sont utilisées dans l'automobile. Donc c'est un exemple en casting. Donc on travaille avec des OEM ou des fabricants de machines pour embarquer des modèles de simulation qui à la fois, ils sont en train d'enregistrer et de compléter la donnée enregistrée sur les produits qui est en train d'être créé avec les différents procédés. Ça peut être du casting ou du stamping. Donc, les modèles sont embarqués dans la machine pour faire de la commande en temps réel basée sur des données de simulation 3D. Voilà, donc ici, c'est pour donner un peu une panoramique globale avec des exemples un peu liés avec la mobilité. Et pour moi, c'est terminé avec celle-ci. Donc, je suis ravi de répondre à vos questions si vous en avez. Super, merci Angelo. Merci à tous les trois pour cette présentation très intéressante. On a quelques minutes pour les questions-réponses, sachant que voilà, on peut poursuivre les échanges sur quelques minutes sans aucun problème, et après on pourra aussi, voilà, si vous avez des questions plus techniques ou plus spécifiques, il y aura un questionnaire là dans quelques minutes, un questionnaire de satisfaction. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des besoins de mise en relation, voilà, c'est aussi l'occasion de ce webinaire-là. Alors, il y avait 2 questions un peu plus techniques qui ont été répondues directement par William. Je vous laisse prendre connaissance des réponses. Avant de passer à la question très prospective sur l'IA Act, William, sur la partie équation, remplacement des équations, est-ce que tu as une réponse? Pardon, j'ai pas vu. Alors, remplacement des équations, c'était quoi la question? Je n'avais pas vu qu'il y en avait de nouvelles, excusez-moi. Ah non, mais il n'y a pas de problème. C'est C'est en anglais? oui, Écoutez, c'est remplacement. sur les équations d'Analystox, ok. Je ne pense pas qu'on puisse dire que la data va remplacer définitivement la simulation. Tout simplement parce que déjà, il faut des données de simulation pour faire des apprentissages. Et que les apprentissages, ils sont faits dans un domaine précis. Donc, je peux vous donner un exemple. On a fait un apprentissage pour apprendre de l'aérodynamique des véhicules. Et en fait, on a utilisé des jeux de données. On a fait une erreur un peu bête, c'est qu'on a utilisé les voitures qui étaient dans la rue pour faire l'apprentissage. Donc, on a utilisé les 10 dernières années de voitures qu'on avait lancées dans la rue pour faire cet apprentissage. On a appris que sur des voitures qui étaient optimisées en aéro, donc en fait, on avait un algorithme qui avait un énorme biais d'apprentissage. Et donc, les premiers résultats qu'on avait, ils n'étaient pas bons. Parce qu'en fait, ils ne voyaient pas les défauts, ils n'y étaient pas dans les données d'apprentissage. Donc, vous voyez que ça, si je n'ai pas les calculs qui me permettent, dès que j'ai une spécificité, quelque chose qui n'était pas dans les données d'apprentissage, je ne vois pas comment on pourra faire autrement. Donc, pour moi, je crois beaucoup en l'outil d'IA pour précadrer. Sûrement en complémentarité aussi dans des phases d'optimisation, pour avoir des itérations rapides et des choses comme ça. Mais à un moment donné, il faut quand même un outil un peu haute définition pour dire où on est, quoi. Donc, voilà. Mon point de vue. Merci. Je suis d'accord.
Et là, on va passer à une question un peu plus prospective et je vous laisserai du temps à chacun pour donner un peu votre vision. Est-ce que vous pensez que le combo IA simulation est un moyen de répondre aux exigences de l'Europe sur l'IA Act et concernant l'explicabilité surtout? Et est-ce que l'arrivée de cet IA Act aura un impact sur vos process ou sur vos solutions pour Brightblue et Duoverse? Ah, William, je peux te laisser répondre et puis après Ouais, Angelo et ensuite ouais, Charles. je pense que William est le plus concerné avec ouais, Dioverse que nous. Nous, on traite ouais, la donnée, honnêtement. ouais. Alors déjà, dans l'IA Act, alors je chattais en même temps avec l'expert leader qui s'occupe de l'IA Data chez Renault, ouais, pour répondre à cette question. C'est pour ça que j'ai pas. Voilà. Donc, ce qu'on se disait là, c'est que dans l'IA Act, il y a beaucoup de données il y a beaucoup d'exigences sur comment on valide nos systèmes en fait. Donc, de toute façon, déjà dans cet IA Act, il va y avoir la simulation va intervenir pour augmenter les taux de couverture de nos systèmes, augmenter on parlait des ADAS par exemple, vous voyez l'augmentation du nombre de, de scènes de conduite qu'on est capable de valider, on peut le faire avec de la simulation. Et puis même dans les données d'apprentissage de nos algos aussi, on peut y inclure de la simulation. En termes d'explicabilité de l'IA embarquée, là, j'avoue, on est un peu plus dubitatif. Je ne vois pas en quoi on va apporter des preuves a priori qu'on peut déposer sur ce type en lien avec cette réglementation. Et puis, l'impact dans nos processus, c'est beaucoup de rigueur dans la traçabilité de nos données et dans la traçabilité des apprentissages que l'on a pu faire. Voilà. Donc ça, c'est évident. Je crois que ça a été dit dans les présentations. Le nerf de la guerre, il est souvent sur la traçabilité des données, comment on exploite nos données, voilà. On est persuadé, moi j'entends souvent des gens qui disent wow, on a une mine d'or de données à l'ingénierie, etc., parce que ça fait 100 ans qu'on fait des voitures. Mais en fait, les données sont souvent très peu exploitables, avec peu de métadonnées, on ne sait pas très bien tracer comment ça a été fait, etc. Donc, dans toutes les études qu'on peut faire, 80-90% du boulot, c'est souvent récupérer la donnée et la rendre exploitable. Et ça, dans nos processus, c'est un impact assez important, voilà, dans nos systèmes de données, nos bases de données, etc. Angelo, si tu veux, compléter et donner ton point de vue sur ce sujet-là. Oui, je suis bien d'accord effectivement avec ce qui est mentionné par William et donc aussi donc il y a toutes les thématiques liées à la confidentialité des données industrielles qui après elles vont quand même empêcher un peu l'utilisation parfois des modèles CAO, des simulations dans des gros modèles des langages ou des gros modèles géométriques qui vont faire des liens massifs. Et donc il y a à la fois cette considération-là et l'autre, c'est pour moi lié à tout ce qui est les modèles embarqués, parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui des liens embarqués et il y a beaucoup des sujets en lien avec ça, parce que typiquement, il faut quand même à un moment donné régulariser sur avoir une IA qui est embarquée typiquement dans un véhicule, donc tout ce qui est lié à Software Design Vehicle, à la fois pour cela ou pour des processus qui sont liés à du manufacturing aussi. Donc embarquer des modèles d'IA pour la création des pièces. Donc voilà, il y a beaucoup de sujets qui effectivement ils vont avoir besoin de régulariser des choses dans ces processus. Merci. Je vous laisse du temps pour saisir une dernière question dans le chat si vous en avez une. Et moi, je vais juste en profiter pour poser une question plus personnelle. Notamment, Angelo, tu as parlé un peu de frugalité. Voilà, est-ce que vous avez chacun un exemple un peu concret pour justement rendre l'IA plus frugale? Je commence ou Oui, vas-y. Oui, oui, donc typiquement quand je parle de frugalité, c'est donc ça arrive très facilement aujourd'hui de faire effectivement la comparaison avec les grands modèles de langage
ou qui sont entraînés sur des données massives et qui, en même temps, pour répondre à des queries, ils utilisent des supercalculateurs. Ce qui se passe, c'est qu'en ingénierie, très souvent, on ne peut pas entraîner sur des modèles comme ça. Et donc, c'est pour cela qu'on a besoin de mettre de la physique dans nos technos, dans des technos d'IA, les plus possibles pour compléter ces manques de données. Donc, des exemples peuvent être des technos comme celles basées sur des PINs, donc Physics Informed Neural Networks, c'est des exemples de technos. Comme application, on a plusieurs. Des applications, c'est typiquement celles que j'ai montrées tout à l'heure sur l'utilisation du transport optimal pour déplacer, on va dire, des tâches qui viennent de l'aréateur. Ces données-là sont typiquement très compliquées à apprendre si on n'en a pas d'une façon, on va dire, massive. Les problèmes plus grands, c'est que si on a donc déjà pas beaucoup de données, et en plus les modèles ils sont de plus en plus grands, c'est donc grand et complexe avec des multiphysiques, des systèmes couplés, etc. Ça va devenir très compliqué. C'est pour cela qu'on est dans cette optique-là de compléter avec des connaissances de plus en plus de maths et physique ces algos d'IA au service de la simulation et pas utiliser une IA from scratch qui est pensée plutôt pour des données massives. Et aussi, on va dire, réduire l'utilisation des GPU, etc. Parce que finalement, c'est vrai que ça donne des renderings incroyables, etc. Mais finalement, ce qui est utilisé derrière, quand on fait de la production, etc., ce n'est pas forcément ça. Donc voilà, essayer d'être léger, efficace pour faire de l'embarquable, etc. Super, merci. Charles, est-ce que tu as un point sur cette notion un peu de frugalité à nous partager? Ton micro est fermé. Ouais. Bon, vous m'entendez? Oui. Ouais. Je pense que honnêtement, ce sujet-là, en fait, ça concerne plus les personnes, enfin, clairement, ça concerne plus les personnes de la simulation que nous. Nous, on est plutôt exploitants, on est tributaire un peu de la donnée, clairement. Et nous, notre sujet majeur, c'est la qualité de la donnée. Et clairement, on est, on est concerné parce que ben, les clients sont concernés, ils veulent qu'on lui livre une solution qui répond à ses besoins. Et honnêtement, je peux pas trop répondre à cette question-là sur la régularité de la donnée. Ok. William, est-ce que tu as un mot à ajouter ou... Ouais, sur la frugalité, il y a quand même, enfin, on est dans un monde aux ressources infinies, donc voilà, quand on voit certains algorithmes aujourd'hui et les capacités qu'il faut pour faire des apprentissages, oui, je pense que la frugalité est le débat de demain. Et ensuite, on a une autre contrainte, nous, tout simplement, c'est les IA embarquées. Les capacités de calcul pour les inférences d'algo d'IA dans le véhicule ne sont pas infinies. Et donc, il y a des techniques pour couper des branches enfin, pour adapter en fait la typologie du réseau pour rendre le réseau plus frugal, qui sont regardées aujourd'hui. Bon, c'est encore un peu de la recherche. Bon, ça arrive, quoi. Ça va arriver très vite. Mais ouais, c'est un enjeu majeur. Ok. Entre-temps, il y a eu 2 dernières questions. Il y a une question sur dans la conception de véhicules interviennent également des fournisseurs de pièces. Comment l'IA peut intervenir dans ces échanges? Donc c'est les Moi, échanges avec les fournisseurs. Ouais. Ouais. J'étais en train de répondre sur ça. Nous, typiquement, on travaille effectivement aussi avec des constructeurs des pièces, des fournisseurs de pièces, à la fois pour la partie des design ou pour la partie des manufacturing. Donc, typiquement, on travaille avec qui est en train de construire des pièces pour l'automobile et qui est intéressé par coupler ces modèles de simulation du procédé de casting des pièces ou du laminage des pièces dans la machine pour faire de la commande qui aujourd'hui n'est pas forcément très efficace parce qu'il y a beaucoup de défauts. Il y a beaucoup il y a une partie des pièces qui ont des défauts et donc ils sont obligés à viser une qualité plus haute pour finalement quand même en jeter une bonne part. Et donc l'idée c'est de mieux contrôler les machines pour réduire donc typiquement les défauts dans les pièces.
Donc ça, c'est un exemple, ou pour améliorer la conception, pour faire des outils de conception, pour finalement réduire les poids, maximiser aussi avec des outils, comme il montrait, il parlait des Valeo, on est également impliqué dans le projet à travers les arts et métiers pour faire du generative design pour des composants pour l'automobile. Donc, il y a beaucoup de sujets autour de ça pour les constructeurs également et les fournisseurs. Merci. Est-ce que vous pensez que les plateformes d'IA embarquées vont être plus massivement utilisées dans les prochaines années plutôt que les GPU? Plateforme d'IA embarquée. De quoi on parle là, excusez-moi. NXP, ST Micro? Ah, si. Des microcontrôleurs, des choses comme ça. Donc, ouais. Je pense que j'ai pas compris la question. Ben, effectivement, il y a des sujets autour de l'embarqué. Donc, typiquement, mettre des modèles d'IA typiquement embarqués à travers des microcontrôleurs. Très souvent aujourd'hui, comme c'est encore très réduit, la possibilité de calcul, c'est moins utilisé, mais il y a quand même des forts avancées aussi sur ces côtés-là. Donc, très probablement, oui, ils vont être quand même... Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on a une tendance à, je ne sais pas si vous connaissez les architectures électroniques qu'on est en train de mettre dans nos voitures, ça s'appelle des software defined véhicules. On met de plus en plus de ressources de calcul embarquées dans la voiture, en fait. Donc, je vous disais qu'il y avait des algorithmes d'IA qu'on essaye d'embarquer. Après, les technologies de plateforme hardware qui sont installées dans la voiture, j'avoue, je ne les maîtrise pas très bien. Par contre, les capacités embarquées qui sont dans la voiture augmentent. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'on met réellement dans le véhicule en embarqué, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va en mettre de plus en plus. Et puis, nous, ça a un gain, juste pour info, c'est que le fait d'embarquer ces capteurs virtuels ou ces stratégies, etc., ça nous permet de mettre moins de capteurs physiques, moins de pièces finalement. Et donc, forcément, ça joue sur le coût et les temps de développement. Sur cette partie SDV, je vous laisse regarder un webinaire qu'on a fait récemment sur le sujet, donc vraiment qui était dédié là-dessus. Pour avoir plus d'infos. Et dernière question, dans la conception, on fait souvent appel à la propriété industrielle, brevet. Dans le cas de l'étude réalisée, conception 3D réalisée par IA, est-ce que l'IA crée quelque chose de nouveau? Et du coup, comment sera considéré l'inventeur? Là, on est plutôt sur les notions de propriété intellectuelle autour de l'IA, qui sont des sujets assez vastes. Ouais. Moi, je ne sais pas si on peut dire que l'IA crée quelque chose. Déjà. Voilà. Les exemples que je vous donnais, c'est chaque fois des technologies qui sont comment vous dire, des gros paramétrages en fait qui se sont générés et qui permettent finalement de converger sur. C'est comme si on augmentait notre capacité d'explorer un espace de conception et aller plus vite vers une solution technique. La propriété intellectuelle, pour moi, elle est encore à celui sur un Renault. Dans ce cas-là, si on développe c'est nous qui développons, qui proposons le dessin, je vois pas très bien pourquoi il serait ailleurs. Mais si vous voulez, ça va pas chercher. C'est pas comme si le débat c'était les images ou les choses comme ça, où ça va chercher des images sur le web, etc. Et on peut se dire, là, je comprends, mais là, c'est pas le cas puisqu'on entraîne sur nos propres données. Et finalement, les résultats nous appartiennent. Donc, il y a pas vraiment. Enfin, moi, j'ai jamais été confronté à ce problème de propriété intellectuelle aujourd'hui. D'accord. Peut-être qu'il parlait, pas de la question, on évoquait aussi les sujets avec Valeo sur les IA génératives. Donc, c'est vrai que là aussi, on parle quand même des pièces qui appartiennent à Valeo. Donc, côté données sur lesquelles on entraîne ces modèles, lui, après, finalement, ça revient à être... voilà, ça reste quand même, c'est très différent d'un ChatGPT des pièces, quoi. Donc, à mon avis, oui, il n'y a pas encore ces problématiques, même si on utilise... Oui. Ok. Est-ce que c'est bon? Bah, si c'est bon pour vous, je vous remercie encore pour ces présentations et ces échanges très, très instructifs. Et puis, il va me rester à vous souhaiter une très bonne journée, un très bon appétit et puis, à bientôt pour d'autres échanges sur le sujet. À bientôt, merci beaucoup. Salut, à Merci bientôt. beaucoup à tous. Merci, au revoir. Au revoir.